Allez, c'est parti. Allez, on se lance. Donc aujourd'hui, on va faire un atelier qui est orienté débutant. Donc on refait tous les ans en fait en début de saison parce que c'est un incontournable. Et puis en fait, c'est pas si évident que ça les claviers. On peut faire beaucoup plus de choses qu'on peut peut-être parfois l'imaginer. Donc on fait une revue générale du clavier et de la souris pour démarrer. Et donc voilà, souris et clavier, les bases. Donc le clavier, c'est un outil, voilà, ça n'a rien de très, c'est pas révolutionnaire comme nouvelle. Vous savez ce que c'est qu'un clavier d'ordinateur, mais c'est ce qui permet de faire de l'interaction, c'est ce qu'on appelle un périphérique, parce que ça va nous permettre de communiquer avec cette machine, cette belle machine, et lui donner des instructions, et puis taper des textes et ainsi de suite. Donc ça se connecte, maintenant on a la chance, hein, ça se connecte très souvent, alors il y a des claviers sans fil, mais maintenant ça se connecte très souvent avec ce qu'on appelle de l'USB, des prises USB. Donc ça, c'est très facile, les souris et les claviers maintenant se branchent très simplement. Alors on va commencer par parler un petit peu de la souris. Ensuite on fera plus longtemps sur le clavier, puis quelques petites astuces quand on maîtrisera mieux tout ça. Je t'arrête une seconde, Jérôme, pour dire à nos chers auditeurs que pendant que Jérôme parle, pendant la présentation, si il y a quelque chose qui ne va pas, si vous ne comprenez pas, si vous voulez une précision, etc. S'il parle trop vite, vous lui dites freine Jérôme, freine Raoul, et vous pouvez faire un petit message. Moi, j'ai mon écran de contrôle, je surveille vos messages, ou un SMS ou un coup de fil si vraiment vous êtes perdu, pour qu'on puisse revenir éventuellement en arrière, en sachant que, Jérôme l'a dit tout à l'heure, il y a un petit décalage d'une douzaine de secondes entre l'émission ici à la Rotonde et la réception chez vous, mais bon, 12 secondes, ça va vite. Donc si vous voulez intervenir pour dire « je ne comprends pas, est-ce que tu peux réexpliquer, préciser ?» vous faites un message et on répondra, on précisera comme il se doit. Voilà. Ok. C'est parti. Précision importante. Alors la souris. Bon, alors la souris, oui, on a en général, c'est pareil, hein, il y a toujours un peu des trucs différents, mais maintenant la plupart des souris ont deux boutons plus ce qui est censé être un troisième bouton ou ce qu'on appelle une molette qui permet de faire défiler du contenu là au milieu de la. Souvent ces petites molettes, ça permet de faire monter, descendre par exemple une page dans un navigateur web. Et donc on a deux boutons dont on dit qu'on appelle le bouton gauche et le bouton droit. Donc quand on parle d'un clic gauche, c'est le clic sur le bouton gauche, et un clic droit, c'est un clic sur le bouton droit. Et par défaut, quand on dit clic simple, enfin quand on dit clic, par défaut c'est clic gauche. Ouais, en général. Voilà. Quand on précise pas, quand c'est pas précisé, clic ça veut dire clic gauche. Voilà. Et donc, voilà, c'est ce qu'on voit d'ailleurs à l'écran. C'est-à-dire que un clic, c'est un clic avec le bouton gauche. Alors, les souris Mac, elles sont parfois un peu différentes, mais c'est souvent aussi un clic gauche. Mais le clic droit, c'est un peu différent, je crois, parce qu'on peut faire un contrôle-clic, ça fait effectivement du. Bon, on va pas s'embrouiller, on va rester pour l'instant sur les choses simples. J'ai une souris Mac, il y a clic droit, clic gauche et molette. Voilà. C'est le même, maintenant c'est. Ça permet par exemple normalisé. de cliquer sur un fichier pour le sélectionner ou de positionner un curseur dans une zone de texte. Alors, on peut faire un clic, mais on peut faire un double clic. Alors en général, quand on a comme on voit là sur le petit exemple animé là, quand on a un document par exemple sur son bureau, quand on va double-cliquer dessus, ça va lancer le document, en fait le programme qui sait ouvrir le document. Donc voilà, ça en général, le double-clic c'est sur votre ordinateur, sur le bureau, et par contre parce que maintenant on passe quand même beaucoup de temps sur des pages web, sur des navigateurs, et sur les navigateurs, généralement sur les c'est un simple clic. Donc là on voit le clic droit. Donc ça par exemple quand vous êtes dans le clic droit très généralement il va ouvrir ce qu'on appelle un menu contextuel. Donc là on appuie avec le bouton droit, par exemple dans un document texte, un petit clic sur le bouton droit, et très souvent ça va déclencher l'apparition d'un menu contextuel, c'est-à-dire un menu qui se construit par rapport à là où vous êtes, par rapport au contexte où vous êtes.
Alors, ça peut être très utile parce que souvent, si vous savez pas trop où trouver une fonction, par exemple, si vous êtes dans un document, si vous êtes sur un... Par exemple, là, bon, là c'est en anglais, mais paste, ça veut dire coller. Si par exemple vous aviez copié quelque chose, vous ne savez pas trop où est le menu coller, vous faites un clic droit à l'endroit où vous voulez le coller, et généralement vous verrez que le menu, justement, il va apparaître, parce qu'il sait que ça fait partie des actions que vous êtes amené éventuellement à faire dans ce contexte-là. Alors, dans la présentation qu'on avait faite pour le présentiel, on avait fait une série de petits exercices, donc là ça va être difficile de vous les faire, puisque... on n'a pas trop envie de vous faire switcher entre la présentation, l'autre page et tout. Je pense que pour certains, ça pourrait être compliqué. Donc, je vais juste vous montrer comment, en fait, les exercices sont disponibles. On vous enverra les liens si vous voulez les essayer un peu plus et jouer avec. Donc, le premier exercice, il était tout simple. C'était un exercice qui permettait de tester. Donc là, on demandait c'est un entraînement commando de la souris. C'est-à-dire là, par exemple, on demande un double clic. Donc, je fais un double clic. Après, on me demande encore un double clic. Un clic droit. Un simple clic et ainsi de suite. Bon, c'est juste pour... c'était un petit exercice d'entrée qu'on faisait faire aux gens pour prendre en main la souris. La liste des exercices, elle est disponible... je vous enverrai le lien, mais ça se présente comme ça, voilà. Ça se présente... Vous le voyez là? Ouais. Ça se présente comme ça. Il y a toute une liste d'exercices par rapport aux différents... chapitre qu'on va aborder. Alors on enverra évidemment le lien par rapport de cette liste d'exercices, et puis si vous voulez faire joujou avec, vous pourrez. Donc je reviens à la présentation. Alors parmi les exercices, il y a par exemple aussi une notion qui peut servir, qui est le glisser-déposer, le drag and drop en anglais, comme on entend parfois. Donc ça permet de déplacer du contenu. Et ceci, on le fait en fait... On va prendre une sélection, on va faire un clic sur le bouton gauche, mais contrairement à d'habitude où quand on dit un clic, c'est juste un clic et on s'arrête. Là, on fait un clic, mais on maintient l'appui en fait sur le bouton. Et en maintenant l'appui sur le bouton, ça demande une très grande dextérité. Effectivement. On glisse et on va voir que ça emmène le contenu avec nous. Et puis on relâche le bouton quand on est à l'endroit où on veut. Alors par exemple, un des exercices que je proposais, c'était par exemple... Pareil, dans l'exercice que vous pourrez faire, c'était de glisser. Donc là, je clique sur cette image, je suis toujours appuyé sur mon bouton, je monte ma souris pour aller jusque dans la zone au-dessus, et là, je lâche. C'est ça qu'on appelle un glisser-déposer. Alors ça peut servir, par exemple, si je vous ai fait sur un texte, j'ai pris un texte là, par exemple. Si par exemple, je veux déplacer, là, je sélectionne du texte, pareil. Je fais un clic dessus, et si je l'emmène, je peux le déplacer à un autre endroit, par exemple plus bas ici. Voilà, je l'ai déplacé plus bas. Donc ce que je veux dire, c'est que ça marche sur des fichiers, ça peut marcher sur du texte, ça peut marcher sur d'autres choses. C'est ce qu'on appelle le glisser-déposer. Moi, je ne suis pas un grand défenseur du glisser-déposer, parce que c'est une manipulation qui peut s'avérer quand même un peu délicate. Parce que si jamais on se rate, après on est parfois un peu perdu. Par exemple, on peut s'en servir, comme je montre sur ce petit exemple, on peut s'en servir pour... on va sélectionner les fichiers là, qui sont dans le dossier de gauche, puis on a une fenêtre à droite, on a un autre dossier. Si on veut déplacer les fichiers d'un dossier à l'autre, on peut sélectionner les fichiers et puis faire ce glisser-déposer. Donc si je l'affiche, je ne sais pas pourquoi il ne s'enclenche pas celui-là. Voilà, là on devrait bien voir. Voilà, donc là l'opération c'est sélection des fichiers, on verra comment tout à l'heure. Là je clique, j'emmène et je lâche. Alors ça c'est une façon de faire. Chacun ses préférences. Moi, je trouve que c'est pas la plus prudente parce que si jamais on lâche entre les deux fenêtres, si jamais on fait une erreur, parfois on se retrouve, on ne sait pas ce qu'on a fait des fichiers. Donc on verra qu'il y a des solutions moins dangereuses pour déplacer des fichiers. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais Voilà. Ça, c'était une allégorie dont on va passer. Alors, la souris et les textes. Oui, alors parce que la souris, ça va nous servir beaucoup, notamment dans l'édition de texte. Par exemple, en traitement de texte. N'hésitez pas s'il y a des questions. C'est bon. Donc, la première chose que la souris va permettre de faire, c'est de positionner le curseur d'écriture. Le curseur, c'est ce petit trait qui clignote, qui nous permet de savoir où est la zone d'insertion du texte qu'on va taper. Donc ça permet également de faire une sélection, de sélectionner une portion de texte, quand on veut par exemple la copier. Voilà, comme on voit dans cet exemple-là. Je ne sais pas pourquoi c'est des animations. Donc voilà, alors dans ce petit exemple-là, en fait, on sélectionne du texte.
et puis on affecte soit une couleur, soit un caractère gras. Voilà, c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec la souris pour sélectionner du texte. Donc là, pour sélectionner, en fait, on clique au début, on laisse maintenu, on tire et on lâche une fois que la sélection elle est comme on le souhaite. Donc on peut sélectionner une lettre, un mot, une ligne, un paragraphe, tout un texte. On peut, voilà, ça avec le mouvement de la souris. Comme je vais faire en live, par exemple, comme je vous avais fait tout à l'heure. Là, par exemple, ça c'est un texte, je suis dans un document. Est-ce que vous voyez? Oui. Ça c'est un document traitement de texte. Donc là, je clique avec mon doigt en laissant le doigt enfoncé. Je tire vers le bas et tant que je tire, ça va sélectionner des caractères. Et je lâche. Donc voilà, là j'ai une sélection, je peux copier et faire d'autres opérations. Et pareil, si je reclique à un endroit, ça va annuler la sélection. Et la sélection, elle apparaît en bleu. Ouais, généralement, elle apparaît soit en inversion vidéo, soit en bleu, soit dans un autre style. Parce que justement, en fait, dans la plupart des programmes, en fait, c'est toujours cette logique-là, c'est qu'on fait sélection et action sur ce qu'on a sélectionné. Moi, je prends souvent comme exemple, c'est un peu comme quand on met dans un panier pour faire ses courses. En fait, ça permet de sélectionner un ensemble de choses. Bon, du texte, c'est un ensemble continu, mais on peut sélectionner plusieurs fichiers, tout ça. C'est comme si on mettait quelque chose dans un panier et après on déclenche une action dessus. Par exemple, on a sélectionné 10 fichiers et après on dit, bah ça, je vais les déplacer. Alors pour du texte, en fait, ce qui est important d'essayer de bien retenir, c'est qu'une sélection, en fait, toute sélection a un début et une fin. Donc moi, j'avais illustré ça avec des petits drapeaux qu'on ne voit pas. Hein, c'est des petits drapeaux que j'ai rajoutés moi pour illustrer. Mais une sélection, c'est simplement dire, bah, ma sélection, elle commence au caractère, par exemple, dans ce cas-là, on dit la sélection, elle commence au caractère B, là, puis elle finit au E final de bienvenue. Et donc cette sélection peut être très grande, hein, on peut sélectionner tout un paragraphe, des pages entières, plusieurs pages. Et puis pareil, après on peut faire une action dessus. Donc. Et puis en fait quand on clique une seule fois, en fait ça revient à dire le début et la fin de ma sélection. Quand je clique quelque part et que je mets mon curseur, finalement ça consiste à dire je mets mon début et la fin de ma sélection au même endroit, donc ça annule toute sélection, ça la vide en fait, c'est comme si on vidait notre panier. Alors là pareil, ce sont des exercices qui sont disponibles sur donc, la page d'exercices dont on parlait. Je vais vous montrer comment on les fait, parce qu'en plus là il y aura la vidéo, donc la vidéo on va la mettre en ligne après, donc si vous voulez y revenir tranquillement et pour avoir les exercices et puis la vidéo. Donc je vous montre juste à quoi consistent les exercices. Donc dans ce cas-là, j'avais proposé quoi? Cliquer sur le texte pour positionner le curseur au début du mot compagnie. Voilà, donc là c'est tout simple, si je clique, vous voyez mon curseur il a été mis, alors je ne sais pas si c'est bien visible dans la vidéo, si elle n'est pas trop petite. Mais bon, oui, c'est ça. Voilà, on voit le curseur et il clignote le curseur. Voilà, ça perd. Alors si je veux le mettre au début de bonjour, je clique. Voilà, donc c'est juste pour illustrer le fait que le clic permet de positionner le curseur. Ensuite, je propose dans la deuxième partie de sélectionner le mot bonjour. Donc pour ce faire, on peut cliquer au début du mot. Je clique en maintenant non, alors si je veux, je clique au début du mot. Je tire en ayant toujours gardé le bouton appuyé, et puis je lâche. Voilà. Et là, j'ai sélectionné le mot bonjour. Je peux par exemple le copier si je veux. Oui, c'est un peu l'idée d'un surligneur. Là, j'ai noté, c'est un peu comme si on avait un surligneur. Alors, il y a une autre façon de faire. Ça, c'est la façon où on sélectionne en fait les caractères en tirant sa sélection. L'autre façon de faire, hein, qui est très pratique aussi, c'est de faire un double clic. Alors, un double clic, c'est comme ça l'évoque, c'est-à-dire qu'on clique 2 fois de façon rapprochée. On fait tac tac sur un mot, et donc un double clic ça sélectionne un mot. Alors vous voyez en dessous je le fais, là, je fais double clic sur bonjour, ça a tout de suite sélectionné bonjour. Je fais la même chose sur compagnie, voilà, un double clic permet de sélectionner un mot. Et il y a même, on s'en sert plus rarement, mais il y a même le triple clic qui existe et qui permet de sélectionner un paragraphe en fait. Vous voyez, j'y arrive pas, voilà, parce que ça demande beaucoup d'entraînement, enfin il faut avoir un doigt très très rapide, il ne faut pas avoir de rhumatisme. Voilà. Alors il y avait un autre exercice encore, donc utiliser la molette et les ascenseurs pour voir l'article 4. Donc voilà, là c'est quand on est par exemple, quand vous êtes dans une page web, des fois elle est grande la page web, alors vous pouvez jouer soit avec la molette, là je joue avec ma molette, là donc le bouton du milieu de la souris pour faire défiler le texte en ayant mis ma souris au-dessus du texte, ou alors je clique sur l'ascenseur et je le monte et je le descends, ça permet de faire défiler un contenu dans une zone comme ça de contenu. Donc là l'idée c'est, je disais, d'aller à l'article 4 par exemple.
sélectionner l'article 4 d'un triple clic. Bon là c'est des... Attention, hein, c'est souris commando, hein, c'est des trucs de... Et donc là j'ai sélectionné tout le paragraphe. Et une autre possibilité aussi, oui, j'avais proposé de sélectionner tout le texte. Alors tout le texte, ce que je peux faire, c'est je vais au début, je clique et je descends jusqu'en bas. Voilà, là j'ai sélectionné tout le texte. Ce sont des exemples... Ah pardon, vous êtes... je vais mettre de l'autre côté, parce que je suis devant. Voilà. Donc, encore une fois, oups. Je mets au début du texte, je descends. Et puis quand on laisse son curseur un peu sur le bord de la fenêtre, il sait qu'il faut qu'il descende le contenu. Bon, bah, ça c'est des petites choses à patouiller, à s'entraîner. Bah, si vous voulez faire le tour avec les exercices, ça vous permet de vous exercer à ces choses-là. Bon, maintenant on va passer au clavier. Attention les yeux. Là, ça rigole plus. Là. Parce qu'il y a quand même beaucoup de touches quand on regarde un truc comme ça. Ça a l'air de rien ce petit machin, mais il y a quand même beaucoup de choses. Ça permet de faire beaucoup de choses. Donc un clavier, je crois que les claviers un peu standards comme celui-là, où on a... Ils n'ont pas tous le pavé numérique là où on est à droite, là. Parce que vous voyez ma souris, oui. Notamment sur les ordinateurs portables. Voilà. Il y a des ordinateurs portables de petit format où le pavé numérique n'existe pas. Cette zone-là, ça s'appelle le pavé numérique, c'est-à-dire que les numéros, les chiffres, on les retrouve ici. Mais c'est vrai que pour les gens qui en ont l'utilité, moi je me sers vraiment énormément de cette zone-là. Bon voilà, ce sont des touches en plus. Donc dépendant des claviers, il y a ou pas ce petit pavé numérique. Et en gros, quand il a le pavé numérique, je crois que c'est des 102 touches. C'est 102 touches sur un clavier quand même. Hein. Et donc on verra qu'en plus, chaque touche, elle peut avoir plusieurs fonctions. Alors, en France, en Europe, nous avons ce qu'on appelle des claviers AZERTY. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot-là. Bon, ça correspond à l'organisation des touches sur le clavier. Sur les Américains, les Anglo-Saxons, ce qu'on appelle des claviers QWERTY, c'est juste, vous voyez, les premières touches là, qui sont dans cet ordre-là, A, Z, E, R, T, Y. Bon, c'est pour ça que ça s'appelle AZERTY. Nos camarades anglo-saxons ont en fait QW, par exemple, ce qu'on appelle un clavier QWERTY. Ça n'a pas grande importance, mais sachez que les vôtres sont AZERTY. Et que si quelque chose n'est pas bien configuré dans l'ordinateur, ça peut faire des choses assez étranges, parce que ce n'est pas les bons caractères. C'est vrai. Alors pourquoi, faisons petite page historique, pourquoi c'est pas dans l'ordre alphabétique? Voilà une bonne question. Pourquoi les touches ne sont-elles pas dans l'ordre alphabétique? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Alors en fait les premiers claviers, je crois que j'ai cru lire, je regardais un peu hier, en fait c'était le cas, mais en fait l'histoire serait due aux machines à écrire. Vous savez que les machines à écrire avant c'était des petits bâtons métalliques. Et en fait, il s'avère que la proximité de certaines touches, vous savez, pour les plus anciens, mais nous sommes tous assez anciens dans cette association, il y avait ces espèces de petites, je sais pas comment on appelle ça. Des petits leviers. Des petits leviers, ça a un nom, mais qui m'échappe. Et en fait, il arrivait qu'ils se coincent quand ils étaient tapés en même temps, simultanément, parfois ils se coinçaient. Et en fait, tout simplement, du fait que quand on mettait en ordre alphabétique, il y avait des lettres qui étaient souvent ensemble, et ça faisait pas mal de... Ça provoquait plus facilement des problèmes de... Et donc, ils ont cherché, en gros, à mieux dispatcher les lettres pour qu'il y ait le moins de probabilité possible, en fait, que des séquences de caractères fassent ces blocages. En gros, ce serait de cette histoire-là. Maintenant, si je me trompe, n'hésitez pas à contredire, hein. Faire du fact-checking. Donc les touches. Bon, alors on va partir plutôt sur une présentation de clavier standard type PC. Je sais que les claviers Mac sont un chouïa différents, mais on essaiera de penser à parler des différences quand il y en a, mais enfin en très gros, il y a quand même beaucoup de choses communes. Hein. Ouais. Donc on part sur cette configuration de clavier assez classique. Donc on verra qu'il y a des fonctions multiples pour chaque touche, et surtout alors qu'il y a des combinaisons de touches. Une combinaison, c'est-à-dire l'utilisation simultanée de plusieurs touches. Voilà. Alors, ça va Houston, on est toujours en ligne? Ouais, c'est bon. On a 10 personnes avec nous qui nous suivent. Bon, très bien, c'est gentil. Donc, alors les lettres les plus simples, les plus faciles, ce sont les lettres... les touches les plus classiques, ce sont les lettres, évidemment. Donc les lettres de l'alphabet, qui sont disposées dans cet ordre-là. Il n'y a pas le choix, il faut apprendre, il faut pratiquer. C'est comme ça. Alors il y a d'autres types de claviers, hein, mais on ne va pas évoquer là. Mais ça, c'est vraiment le clavier commun. Donc voilà, ce sont les petits... on voit bien là sur les machines à écrire, c'est important parce qu'il y a les caractères très souvent
Vous voyez qu'ici, par exemple, en fait, sur le même marteau, c'est peut-être des marteaux, pour un piano ou des marteaux, je crois. Mais... enfin, vous voyez, sur le même tampon, en fait, en bas, il y a la minuscule et en haut, il y a la majuscule. On va retrouver, ça va nous expliquer 2-3 petites choses pour après. Donc c'est pour ça, en fait, par défaut, bien que maintenant sur les claviers, les lettres qui sont imprimées sur votre clavier, en fait, sont des majuscules. Parce que voilà, les lettres qui sont imprimées vraiment sur les touches sont des majuscules, mais quand vous tapez sur un A, ça fait un A minuscule. Donc quand on frappe une touche, c'est une minuscule. Et donc quand on veut faire une touche, quand on veut faire une majuscule, eh bien il suffit d'appuyer sur cette touche maj. Alors vous m'entendrez peut-être, moi j'ai le défaut de dire shift souvent, ou maj, donc c'est majuscule ou shift en anglais. Donc c'est la touche qui permet de passer à la majuscule, et ça correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'en fait sur les machines à écrire, si je me souviens bien, en fait physiquement on sent qu'il y a un truc qui monte là, dans le mécanisme pour effectivement atteindre les touches qui sont au-dessus. Donc il y a cette idée de... on monte, donc il y a une touche de chaque côté, donc c'est les deux touches que vous voyez là en orange, donc ça c'est la touche majuscule, je pense que beaucoup de gens connaissent déjà ça. Voilà. Donc si on appuie, voilà, donc cette magnifique illustration animée nous montre que quand on appuie sur la touche T, ça fait juste un T minuscule, et que si on fait majuscule et T en gardant le majuscule appuyé, ça fera un T majuscule. Nous avons une intervention en direct live. Oui. Si, on voit ton message, Nicole. Oui, c'est ça, c'est bon, voilà, Nicole. Testons le dispositif. C'est bon, Nicole, on a vu ton message où tu nous as dit c'est déjà rempli, mais je ne parais pas. Donc, il n'y a pas de problème, on sait que tu es en ligne, on sait que tu es avec nous. Ouais. C'est un système dictatorial, il n'y a que nous qui pouvons nous faire voir, malheureusement. Mais si, on a le même nombre de connectés actuellement, on a 12 connectés. Non. Voilà, là on est passé à 13, là donc. Voilà. Merci Nicole de ton appel. Merci de votre interaction. Très bien. Voilà. Bon, donc nous étions sur la touche majuscule. Donc si vous voulez écrire bonjour, vous faites un majuscule B pour faire, par exemple, pour démarrer votre mot bonjour avec un B majuscule, puis après vous tapez onjour en minuscule. Mais si vous voulez taper un long texte avec que des majuscules, eh bien vous avez une touche qui permet, cette touche-là, permet de bloquer votre clavier en majuscule. Donc je regarde si je prends un document nouveau, par exemple. Je vais mettre en gros, donc là, si je fais majuscule B, je démarre avec un B majuscule, et puis après je tape mon mot. Mais si par exemple, je voulais écrire que en majuscule, alors je vais voir si, je sais pas si je vais appuyer sur cette touche-là, qui est donc le verrouillage de majuscule. Et en général, vous avez une... alors je sais pas si ça va se voir, mais vous avez une petite diode, là, qui signifie que justement les majuscules sont, vous voyez, si je le mets, que je l'enlève, la diode elle s'allume ou elle s'éteint. Parce que ça permet le verrouillage des majuscules. Donc quand j'enclenche le verrouillage majuscule, si je tape comme ça, ben voilà, mon texte il est que de la majuscule. Donc je l'enlève parce que le verrouillage majuscule, attention, verrouillage majuscule, dans un moment très important, les mots de passe. Si jamais vous ne vous rendez pas compte que votre verrouillage majuscule est enclenché, ben en fait, votre mot de passe sera mis en majuscule et donc ne sera pas accepté comme... Enfin, ça change la casse, quoi. Donc, si c'était pas prévu que ce soit majuscule, ça va poser problème. C'était donc le verrouillage majuscule. Voilà, donc ce que je dis, il y a souvent sur le clavier, il y a une petite diode pour vous indiquer si vous êtes verrouillé ou pas en majuscule. Donc là, c'est un exercice de saisie. Moi, je vous propose de... Vous y regarderez si vous le souhaitez. Ceux qui veulent le feront tranquillement dans la série chez des exercices. Et ainsi, ça c'est simple. Alors ça, c'est un des trucs les plus importants quand on cherche un caractère, parce que souvent j'entends des gens dire « Ah, je trouve pas le caractère ». Donc déjà, c'est vrai, il faut déjà le trouver sur le clavier lui-même. Quand on cherche par exemple l'arrobase la première fois, ou des caractères comme le « et » commercial et ainsi de suite.
il y a deux choses en fait. Il faut déjà le trouver sur le clavier, donc ça vous pouvez on peut que s'en remettre à vous, il faut chercher puis le trouver. Et puis apprendre, parce qu'évidemment ces choses-là, ça s'acquiert par la pratique, on les retrouve plus facilement quand on en fait plus souvent. Mais... Donc une fois que vous l'avez trouvé, le problème c'est que vous ne savez pas forcément le taper finalement. Parce que effectivement, on voit que sur une touche, il peut y avoir 2 voire 3 caractères sur une même touche. Et donc ce petit schéma, je tends juste à essayer de montrer comment ça fonctionne. Donc on va repenser aux histoires de majuscules et minuscules. Une touche, vous n'avez qu'à penser ça, une touche par défaut c'est minuscule. Quand vous faites le A, c'est le A minuscule. D'ailleurs avant, c'est pour ça que ça embrouille un peu, parce qu'avant il y avait le A minuscule en bas et le A majuscule en haut. Maintenant pour faire des claviers plus légers, on ne met plus que les majuscules, mais il y avait les 2 caractères avant sur les claviers. Donc en prenant l'exemple de la touche 5 qui a plein de caractères, qu'on a 3, et en fait, donc le caractère par défaut, pensez que c'est le caractère minuscule, donc c'est celui qui est en bas. Et en l'occurrence, ici, c'est la parenthèse à gauche. Il faut le savoir, de toute façon, bon, après, vous pouvez toujours tester. Hein. Mais une fois que vous savez quel est celui par défaut, donc vous avez sur la touche du 5, par exemple, si je veux le 5, bah, si je tape sur cette touche-là, j'aurai pas le 5, ça va me faire une parenthèse, parce que le caractère par défaut de cette touche-là, c'est celui qui est en bas à gauche. Si je veux faire le 5, eh bien, il faut que j'utilise la touche majuscule pour monter au caractère qui est au-dessus. Donc ici ce sera le 5. Donc si je fais majuscule cette touche-là, j'aurai le 5. Et donc la troisième, là qui est plus compliquée, c'est justement une troisième possibilité qui va être atteinte non pas à l'aide de la touche majuscule, mais à l'aide de la touche alternate graphique. Alors alternate graphique, c'est le ALTGR. C'est une touche qui est assez importante parce que c'est effectivement, elle a un nom barbare et on la connaît pas forcément, mais c'est celle qui vous permet d'atteindre certains caractères comme ça. Donc en général, elle est juste à côté à droite de la barre d'espace. C'est cette touche-là où c'est écrit ALTGR. C'est cette touche-là qui va vous permettre, en l'occurrence pour cette touche-là, si vous voulez faire le crochet, eh bien je fais ALT-GR et cette touche-là et j'ai le crochet au grand. Donc ça c'est pour Windows. Ouais. Et pour Mac. Ah oui, alors pour Mac, pour cela, c'est. On a quand même quelques Mac. Pour Mac, ça s'appelle pas ALT-GR. C'est Alt, non? Je crois que c'est Alt. Je crois que c'est Alt. Ouais. Un clavier d'un. Oh là, j'aurais dû le nettoyer celui-là aussi. Ça doit être celui-là, là, le Alt. Ouais, on vérifiera. Dans notre superbe compte rendu, on vérifiera. Mais voilà, c'est des petites choses qui changent sur Mac, c'est des histoires de touches alternatives comme ça. Je note. Il note. Donc le caractère par défaut, c'est celui en bas à gauche. Le caractère en haut, c'est celui qui est atteint grâce à la touche majuscule. Et le caractère en bas à droite est atteint grâce à la touche alternate graphique. Alors ce petit exercice-là, c'était juste pour vous faire pratiquer pour vous essayer de vous faire saisir, par exemple, des choses un peu compliquées, comme par exemple l'arrobase. C'est important l'arrobase, parce que maintenant, quand même, on s'en sert beaucoup quand vous donnez votre email. Donc l'arrobase, par exemple, sur un ordinateur de ce type-là, je sais que là, pour le coup, ce ne sera pas pareil avec Mac, mais c'est la touche alternate graphique 0, enfin, justement, dans l'occurrence, c'est un A. Hein, l'alternate graphique, enfin, l'arrobase, il est là. A, accent grave. Je sais pas si ça fait... Non, ça fait pas bien le focus. Enfin, il est là. Et donc, pour l'atteindre, je fais alternate graphique et cette touche-là. Voilà. Après, si vous voulez vous amuser, s'il y en a qui peut nous faire une livre sterling, par exemple, ou un dollar... Ouais, là, vous pouvez vous amuser dans la zone de chat à taper dollar, livre sterling, arrobase... pour nous montrer que vous suivez avec attention. Justement, hier je regardais, parce que quand je regarde la touche là, qui est à côté d'entrée, où il y a la livre et le dollar, à côté, donc si je fais Alt graphique et cette touche-là, j'ai un caractère. Quel est ce caractère? Ah, celui-là, je ne le connais pas. Je ne connais pas son nom. Voilà, c'est un caractère de je ne sais plus quoi devise. C'est un rapport aux devises. Je ne sais pas ce que c'est. Si quelqu'un peut nous mettre dans les commentaires, me dire. C'est le caractère, je sais pas exactement ce qu'il signifie. Pour aller chercher Enfin, on survivra à cette énigme. Voilà, donc ça c'est un exercice de saisie, vous pouvez vous amuser pareil avec.
Alors la touche entrée, une touche assez connue aussi, donc c'est cette touche qui est en général, cette grosse touche là orange, ou il y en a une aussi souvent sur le pavé numérique. Alors ça sert, quand vous éditez du texte, ça sert, si je tape un truc là, ça sert à aller à la ligne, donc c'est très important, c'est pour aller à la ligne suivante. Et puis pendant la saisie, et puis ça permet également de valider quand vous remplissez un formulaire par exemple sur internet. C'est une touche qui permet de valider, d'envoyer une information. Donc on appelle cette touche-là entrée ou valider. Sur mon clavier, là c'est marqué entrée, mais quand on dit valider, c'est cette touche-là. Alors Pierre Kaplan nous précise, Pierre K, je suppose, qui est en retard, mais on lui pardonne, qu'il a le dollar et la livre en direct sur son clavier, sans la touche Alt. Absolument, voilà. Sur Mac c'est un peu différent. Par exemple, l'arrobas, je crois qu'il est accessible directement. Il y a une touche arrobas aussi sur les Mac. Voilà. Donc c'est ces petites choses-là qui sont différentes sur Mac et PC, c'est la façon dont on atteint certains caractères. Voilà, merci Pierre de ta précision. Et donc, voilà. Alors la barre d'espace, bon pareil, barre d'espace c'est assez clair, c'est quand ça permet de séparer les mots, de faire un espace. Voilà, c'est ce qui permet de faire l'espace blanc donc, entre les mots. Et puis vous avez au-dessus, un peu à droite de la barre d'espace, vous avez la plupart des signes de ponctuation. Donc, alors pareil, vous voyez la virgule, la première touche à gauche, là dans les touches oranges, c'est la virgule. Si vous voulez le point d'interrogation, en tout cas sur PC, donc, vous faites majuscule et cette touche-là, vous avez le point d'interrogation. Voilà, comme ça, vous savez à peu près, normalement, atteindre toutes les touches. Alors pareil, là c'est un exercice simplement c'était un exercice où on essayait simplement de mettre en pratique l'accès à ces touches-là de ponctuation. Voilà, alors les touches. Notre camarade inconnu qui nous a mis un magnifique symbole euro et dollar, voilà. Donc, voilà. Parfait. Vous êtes au top là, au niveau monétaire, on est au top. Ouais. Alors les touches pour les raccourcis. Alors elles servent à faire des combinaisons. Donc ça c'est des touches un peu spéciales. Donc on a vu le alternate graphique par exemple qui nous permet d'atteindre des caractères sur certaines touches. Alors vous avez des touches comme le contrôle. Alors en bas, vous voyez les deux touches les plus là en bas à gauche et en bas à droite. CTRL. CTRL ça veut dire contrôle. Et sur Mac ça va souvent correspondre à la touche qui s'appelle CMD ou commande. Exact. Que certains appellent pomme d'ailleurs. Non, avant c'était pomme. Ouais, je crois. Enfin voilà, c'est une touche qui vont permettre de faire certains raccourcis qui vont marcher à peu près partout. C'est comme d'ailleurs la touche système, là c'est pour Windows, là c'est sûr qu'on est Windows où il y a un petit logo Windows. Par exemple, si vous faites pomme CTRL P, souvent ça fera print, ça va imprimer. Voilà, bon, c'est des combinaisons qu'il faut connaître, ça dépend aussi des logiciels de toute façon. Donc, mais si par exemple vous voyez sur une documentation vous êtes sur, je sais pas, sur votre traitement de texte, et vous voyez sur une documentation qu'on vous dit il faut faire CTRL-SHIFT-T pour faire quelque chose, par exemple, ça veut dire qu'il faut faire l'addition de ces trois touches. Donc il faut enfoncer CTRL, il faut enfoncer SHIFT, donc Maj, et puis T. Donc il faut 3 doigts pour faire. Quand on vous dit CTRL plus SHIFT plus T, ça veut dire qu'il faut les faire simultanément pour faire l'action. Donc on fait clac, on fait CTRL-SHIFT. En général, on fait les touches de contrôle, et puis tac sur la touche CTRL-SHIFT-T, je vais faire CTRL-SHIFT et le T. Oui, c'est pas l'un après l'autre, c'est pas CTRL puis SHIFT puis T, c'est on appuie sur CTRL, on laisse son doigt, on fait majuscule, on laisse son doigt, et ensuite on tape sur la touche. On tape une fois sur le T. En question. Enfin, sur la touche qui correspond à la commande qu'on voulait passer. Alors, Pierre K nous dit que sur Mac, il y a aussi CTRL. Oui, absolument. Sur Mac, il y a aussi CTRL. D'accord. Je ne suis pas expert sur Mac. Veuillez m'excuser. Moi, mais j'aurais dû amener un clavier Mac. J'en ai un, là, j'en ai un. Mais tiens, si tu veux regarder, pour nous éviter de dire des bêtises. Ouais, on va éviter de dire des bêtises, donc je vais garder mon clavier Mac à portée de main. Mais c'est vrai qu'on a notre ami Pierre. Pierre, l'expert Mac. Un de nos experts Mac. Un de nos experts Mac. Alors, exact, pour les combinaisons de touches dont je parlais, en fait, elles vont souvent être affichées dans des menus. Alors, par exemple, ici, c'est le menu d'OpenOffice, je pense. Ça doit être, on va le faire en direct, vous voyez. En fait, dans les menus, souvent,
voyez, par exemple, là, si je veux enregistrer, c'est peut-être un peu petit pour vous, c'est pour ça que c'est mieux sur la présentation, mais enfin, voilà, le menu le plus courant, c'est le menu fichier, par exemple, sur un tableur, sur un éditeur de texte. Donc, vous voyez, par exemple, ici, en l'occurrence, désolé, c'est en anglais, je l'ai mis en anglais, j'ai pas pensé, save, ça veut dire sauver, ça veut dire enregistrer. Vous voyez, c'est indiqué ici. Alors, vous pouvez toujours passer par le menu et puis faire la commande save, ok, ou le bouton. Souvent, il y a un bouton dans les barres d'icônes, mais vous pouvez aussi faire ce qui est très 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 utile, ce sont les raccourcis clavier. Et donc, en l'occurrence, là, il vous indique que si vous voulez faire save, vous pouvez aussi faire CTRL plus S. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça veut dire CTRL S. Donc, c'est très pratique quand vous tapez votre document, vous faites juste CTRL S, paf, ça a enregistré votre document. Donc, il y a comme ça quelques raccourcis qui sont quand même assez utiles et qui valent le coup d'apprendre. Après, chacun fait comme il souhaite, mais les raccourcis clavier, c'est vraiment quelque chose qui fait gagner énormément de temps. Et à propos de raccourcis clavier, juste pour rappeler qu'on a édité et on pourra remettre les liens sur le compte-rendu, 2 ou 3 affiches qu'on avait préparées avec les principaux raccourcis clavier. Hein, ouais, bah d'ailleurs on en a un sur... Là, je les vois. On vous mettra le lien, mais quand on regarde sur notre site, là... oui, ils doivent être sur le wiki. Vous cherchez raccourci, là, comme ça. Voilà, raccourci clavier. Et vous voyez, tous les raccourcis, c'est du CTRL plus C, du CTRL plus X, du CTRL plus MASH plus N, et ainsi de suite. Et suivant les contextes. Bon, parmi ceux-là, il y en a quand même quelques-uns, notamment les copier-coller, on va en parler tout à l'heure, qui sont des raccourcis qui sont vraiment très 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 utiles. Il y en a, en apprendre 3-4, ça déjà, ça vous fait gagner un temps fou. Voilà. Donc on va essayer de revenir à la présentation si on la retrouve. Voilà. Bon bah justement, CTRL S. Parce que, oui, il est bon de préciser que un raccourci clavier, c'est toujours le programme que vous utilisez qui va choisir comment il utilise les raccourcis clavier. Donc il faut savoir que ça dépend du programme que vous utilisez. Ce ne sera pas forcément le même sur un navigateur que sur un traitement de texte. Enfin, mais en général, le truc, c'est justement pour ça que je dis, il y a certains qui sont devenus tellement classiques que pratiquement tous les programmes les utilisent. Par exemple, le CTRL plus S, le fait de sauvegarder ce que vous êtes en train de faire, sur pratiquement tous les logiciels, ça marche. Donc à vérifier suivant ce que vous faites, mais dans les logiciels les plus standards, CTRL S, pratiquement toujours. Et sur Mac, ce sera commande S. Voilà. Oui, je crois. On va demander la confirmation à Pierre. Oui, c'est ça. Et CTRL O pour ouvrir. C'est typique, c'est pareil, ça marche pas sur pratiquement tous les trucs. CTRL N, ça permet de faire un nouveau document. Ou même quand vous êtes sur si par exemple vous êtes sur le... Vous voyez, là je suis sur le navigateur de fichiers par exemple de Windows. Un CTRL N, ça vous permet de faire une nouvelle fenêtre. Je fais CTRL N. Vous voyez, j'ouvre une nouvelle fenêtre ici. Maintenant j'ai 2 fenêtres. Donc N comme new, comme nouveau. Voilà, c'est très très souvent utilisé. Alors le Alt Tab. Voilà, ça c'est une combinaison un peu compliquée, mais qui est très utile aussi, c'est quand vous avez plusieurs programmes. Bon, parfois je dis des choses un peu plus avancées, si ça vous passe au-dessus, vous laissez pas grave, hein. Il n'y a pas du tout besoin de tout enregistrer. Hein. Donc par exemple, le Alt Tab, là je m'en sers beaucoup, vous voyez, devant ma présentation. Moi, en ce moment sur l'ordinateur, j'ai plusieurs programmes qui tournent. Et bien le Alt, donc j'appuie sur Alt, et puis après j'appuie plusieurs fois sur Tab, ça me permet de switcher entre les différents... Vous voyez, si je veux atterrir sur mon programme, remettre ce programme-là en avant, je lâche et voilà, j'ai mis mon programme de traitement de texte en avant. Si je veux retourner sur ma présentation, je fais Alt-Tab, hop, bah c'est celle-là que je veux, je lâche, tac, je la remets en avant. Bon, c'est une fonction un peu plus avancée qui permet de parcourir les programmes qui sont en cours. CTRL-Z, alors celui-là il est très 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 super, méga important, il permet d'annuler la dernière chose qu'on a faite. Souvent, pas toujours, mais souvent. Donc si on fait du dessin, on a fait un truc moche, hop, on revient en arrière avec CTRL-Z. On peut le faire plusieurs fois. Oui, on peut remonter plus. En fait, les actions, enfin, ça dépend encore une fois des logiciels, mais ceux qui implémentent cette fonctionnalité pardon, je parle trop en anglo-bidule, mais le undo, le annuler, pardon, tout bêtement, le annuler ou refaire, en fait, souvent c'est empilé, donc vous pouvez annuler toutes les opérations jusqu'à un certain nombre, et vous pouvez revenir dessus. Si vous avez annulé trop d'opérations, voilà, il y a CTRL-Z et CTRL-Y, souvent c'est pour aller dans un sens ou dans l'autre. Mais parfois c'est aussi CTRL-Z, donc bon, ça dépend des logiciels. Encore une fois, il faut mieux apprendre les plus simples. Là, on vous en met un peu beaucoup, mais un contrôle roulette, par exemple, alors ça c'est un petit raccourci qui est marrant parce que c'est très utile sur les... je vais vous mettre sur un site, par exemple, je me mets sur ce site-là.
sur un site web, si vous voulez voir, ça grossit et ça, j'appuie sur CTRL et avec ma molette, je change en fait le zoom de la page. Ça marche sur le site de Libération, du Monde, enfin de tous les navigateurs pratiquement, sauf Opération un peu. Et on fait CTRL 0 pour revenir à la taille normale. Voilà, je vous balance trop de trucs là. On va revenir à des choses plus simples. Donc là, c'était un petit exercice. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans cet exercice-là? Utiliser la touche Entrée pour séparer les articles. Bon, ça c'était pour faire des essais. Ça sera pour du travail à la maison. Ça sera pour du travail à la maison, voilà. Il faudra envoyer les devoirs rendus et puis... On ramassera les copies. Alors, c'est qu'il faut les passer, hein, les unités. Et voilà. Oui, donc non, on va pas faire ça, on va pas perdre... Ce sera à pratiquer à la maison. Alors, une touche Escape. Ou échappe. Ça c'est très utile aussi parce que, alors par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, si vous regardez une vidéo, souvent sur la vidéo, vous avez en bas à droite de la vidéo, vous avez un petit carré qui vous permet que la vidéo en prenne tout l'écran, ce qui peut être très pratique. Par exemple là, si vous regardez notre vidéo puis que c'est un peu petit, si vous voulez la mettre en plein écran, vous avez ce petit bouton en bas de la vidéo à droite qui vous permet de mettre en plein écran. Mais vous pouvez aussi avoir envie de remettre la vidéo en petit parce que vous avez besoin de revoir le reste de la page. Et bien cette touche échappe va vous permettre, on échappe de l'opération qu'on venait de faire. Donc la touche échappe, elle est en haut à gauche. Et donc elle est souvent marquée ECH comme échappe ou ESC comme escape, c'est la même chose en anglais. Et là sur Mac c'est pareil. Et ça sert aussi, par exemple, là l'exemple qui était pris, c'est que vous avez lancé une impression ou vous voulez pas finalement la faire. Bien sûr, vous avez toujours des touches cancel ou pour annuler, mais vous pouvez aussi souvent échappe, ça permet d'enlever une fenêtre ou une fonction que vous avez demandé et que finalement vous ne voulez pas. La touche Tab. Donc ça, on en a un petit peu parlé avec un raccourci un peu démoniaque là qui permet de passer entre les différents programmes. Mais elle permet notamment d'ajouter une tabulation. Bon, une tabulation, ça permet de faire un écart dans un début de paragraphe. Un retrait, comme on dit. Ou un retrait, d'accord, un retrait. Et ça permet. Et donc, vous voyez, alors là, pareil, encore une fois, vous voyez, là, il y a une petite flèche vers la droite. C'est celle-là qui va être prise par défaut avec cette touche. Donc, je vais prendre sur un texte. Vous voyez, par exemple, mon paragraphe ici. Donc, ça, c'est pas intéressant. Je l'enlève. Et par exemple, celui-là, si je veux mettre un retrait. Donc là, j'appuie une fois sur la touche Tab, et vous voyez, ça a mis un décalage. Donc on peut en mettre plusieurs. Et de la même façon, vous voyez que la flèche par défaut, c'est celle du bas, donc c'est vers la droite. Mais si je fais Maj et la même touche, ça va pas faire ce que je pensais. Je pensais que ça ferait... Donc je vais plutôt utiliser le retour arrière, mais voilà. Je ne sais pas pourquoi le Shift Tab dans l'autre sens ne marche pas, j'aurais pensé. En fait, une tabulation, c'est comme un caractère. Donc là, si j'en ai ajouté et que je veux les enlever, il faut que je fasse retour arrière. On va en parler aussi de cette touche, qui est la retour arrière, qui est en haut à gauche. Alors, il y a des petites précisions. Là, je regarde là, sur les claviers qu'on a. Il y a des claviers où la touche Tab, elle est marquée Tab. Et il y a des claviers où la touche Tab, il y a juste les deux flèches. Ouais. Vers la droite et vers la gauche, sans précision de l'indication Tab. Et là, sur le Mac, il y a juste la flèche à droite. Ouais. Mais voilà, mais c'est quand même, c'est la même fonction. C'est ce qu'on appelle une tabulation. Voilà. En général, et elle est, je pense, toujours oui, elle juste est toujours au-dessus. C'est une grande touche qui est au-dessus du verrouillage majuscule. Ouais. Alors oui, ça peut être intéressant, cette touche-là, elle peut être intéressante aussi quand vous êtes sur une page web, on vous demande nom, prénom, adresse email et ainsi de suite. Alors, généralement, vous cliquez dans la zone prénom, vous rentrez votre truc, après vous cliquez dans la zone nom et ainsi de suite. La touche Tab permet de passer automatiquement d'un champ à un autre. C'est-à-dire que vous tapez votre prénom, vous faites Tab, votre curseur va se mettre dans l'autre zone de saisie. C'est assez pratique, ça peut gagner un peu de temps dans les formulaires. Et elle est connue aussi pour le Alt-Tab que je vous ai montré tout à l'heure, parce qu'elle permet de switcher entre les différentes applications qui sont... Alors switcher, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire passer d'un programme à l'autre. Voilà. Donc alors là, je vous montre justement, c'est un petit exercice qui vous montre, voilà, si je veux rentrer des champs ici, je vais cliquer, je vais mettre Jérôme par exemple. Ici, ensuite, je vais mettre mon nom. Et en fait, ce que je peux faire aussi, j'aurais pu aussi ici mettre... donc mon nom, et voilà, je vais appuyer une fois sur la touche Tab,
tac, vous voyez, ça me fait sauter directement au champ d'après. Pareil, je peux appuyer sur la touche Tab, j'arrive dans le champ de sélection, là où il y a 3 items possibles. Cycliste avec 2C, magnifique. Ouais. Danseur étoile, ouais, moi je suis plutôt danseur étoile, voilà. Ouais. Donc voilà, et pareil, cette possibilité de passer d'un champ à un autre, quand ils sont dans un certain ordre, Tab marche, mais Maj Tab permet de remonter aussi. Voilà, je vais dans un sens ou dans l'autre. On a Nicole qui nous dit qu'elle n'entend pratiquement plus rien. Ah, alors ce serait bien de savoir si c'est général ou si c'est juste un petit problème caché Nicole. Donc, est-ce que vous nous entendez bien? Allô Houston, est-ce que vous nous entendez? Ou est-ce qu'on a une coupure de faisceau satellite? Donc, si on a 2-3 qui peuvent nous dire par le chat s'ils nous entendent bien, ce serait pas mal, parce que si on parle dans le vide, ça va être un peu compliqué. Donc, petite pause pour savoir... pour être sûr. Aucun problème pour moi, nous dit Sylvie. Bon, d'accord. Pierre, c'est OK. Bon, alors Nicole, est-ce que tu nous entends mieux maintenant? Si tu nous entends mieux, bah Albert, c'est OK. Bon, apparemment... Désolé, ça doit être un petit problème de... Donc, Nicole, je ne sais pas si tu as touché à ton réglage de haut-parleur ou quoi que ce soit. Bon, ça a l'air d'être bon. OK, donc on passe... Bon, on reprend... Alors le pavé numérique, comme on disait tout à l'heure, c'est cette zone-là qui est très utile pour certaines choses, notamment pour les comptables. Et donc ça permet de saisir, notamment ça permet de saisir des valeurs numériques très rapidement. Donc voilà, il y a les numéros 0 à 9. Pardon. Et puis en fait il y a les fonctions arithmétiques comme, c'est pas des numéros, ce sont des chiffres, pardon. Et les opérations arithmétiques de base comme le plus, le moins. Alors l'étoile c'est multiplier et la barre oblique sert de diviser. Alors de la même façon, comme vous pouvez voir, il y a aussi 2 possibilités sur ces touches. Donc il y a aussi des flèches. Ces flèches, dans différents contextes, ça peut vous aider à vous déplacer, notamment par exemple à déplacer le curseur. Alors les flèches elles sont là, mais elles sont effectivement aussi, elles peuvent être aussi accessibles avec ce clavier-là. Mais pour ça, comme pour l'autre, on avait vu tout à l'heure, comme on a un verrouillage pour les majuscules, eh bien pour ce petit clavier, on a ce qu'on appelle un verrouillage numérique. Donc quand on a un verrouillage numérique, celui-là n'est pas branché, donc ça va pas marcher. Voilà, moi je suis toujours très souvent en verrouillage numérique. Il est pareil, il y a une petite diode qui est là. Vous voyez, si je verrouille ou je verrouille pas, il y a une petite diode. Donc là je suis en verrouillage numérique. Quand je suis en verrouillage numérique, ce sont les chiffres qui sont tapés. Et si je ne suis pas en verrouillage numérique, ça prend les autres fonctions qui sont indiquées, donc les flèches pour monter d'une page à droite, à gauche. Voilà. Donc pareil, quand on tape un mot de passe où il y a des chiffres, il faut vérifier que le verrouillage numérique est activé, parce que sinon, la saisie du mot de passe, vous verrez que vous n'arrivez pas à saisir. C'est typiquement une erreur qui m'arrive souvent, parce que quand un ordinateur s'allume, le verrouillage numérique n'est pas mis. Voilà. Et comme moi j'ai beaucoup de mots de passe avec des chiffres, et ben ça m'arrive de voir qu'il en manque parce qu'en fait le verrouillage numérique n'était pas mis. Voilà. Donc touche destinée au calcul, verrouillage numérique, voilà, indépendant, ça il faut y faire attention. En tout cas, c'est plus le fait que si vous tapez quelque chose, ça ne correspond pas à ce que vous espériez taper, pensez à ce que c'est peut-être le verrouillage numérique. Si vous tapez un 4 et puis qu'en fait il ne se passe rien, que vous voyez votre curseur il bouge, c'est simplement parce que le verrouillage numérique n'était pas allumé. Alors ça c'est une petite touche un petit peu spéciale, qui a un comportement assez unique, c'est pour faire des accents. Alors il s'avère que pour faire les accents circonflexes et tréma. Et tréma, oui. Et en fait, il s'avère que la plupart des combinaisons de touches qu'on a vues, c'est des appuis simultanés. Quand on dit qu'il faut faire CTRL-O, on fait CTRL et O. Mais là, pour faire un accent circonflexe, il s'avère qu'en fait, je crois que c'est les seuls cas où en fait, il faut faire une séquence. Il faut faire à la suite les touches à la suite l'une de l'autre. Par exemple, si je revais sur un... Donc si je fais un E, ça fait un E, mais si je veux faire un E avec un accent circonflexe, eh bien il faut que j'appuie sur la touche circonflexe, il ne se passe rien. Mais si j'appuie après sur le E, voilà, mon E sera circonflexé. Et si on fait le contraire, ça ne marche pas. Voilà. Si on fait E puis circonflexe, ça n'ira pas. C'est vraiment un truc, si je fais
Donc ça, faut connaître. Alors c'est pareil, si je veux faire un E tréma, j'ajoute le maj pour atteindre le tréma. Donc je fais maj, hop, tréma, il ne s'est rien passé, mais maintenant si je fais un I, ça n'a pas marché. Le I tréma, ça peut pas faire? Si. Ça devrait. Hein. Ah bah il marche pas, mon tréma, pourquoi ça marche pas? Bah, c'est ton clavier qui marche pas, mais... Ah, c'est filmé en plus, c'est pas possible. Il va falloir couper la séquence. Ah bah je sais pas pourquoi j'arrive pas à faire mon... Non, bah désolé, je peux pas faire mon angstrom. Enfin non, c'est pas comme ça mon angstrom, ça. Bon bah je regarderai, je sais pas pourquoi j'arrive pas à faire à utiliser mon... Bon, en tout cas le circonflexe, voilà, comme ça, et puis l'autre normalement devrait marcher aussi, mais... C'est pas un alternate graphique quand même. Bon, bah écoutez les amis, je suis pris en défaut. En défaut de tréma. Voilà, d'avoir une mauvaise note. Nous chercherons note. Tréma. Voilà, donc ça s'utilise séquentiellement. Pour faire un O accent circonflexe, il faut faire le circonflexe d'abord, puis le O qui sera... Et ça marche aussi pour les majuscules. Ouais. O, si on veut faire un A majuscule circonflexe, eh bien on fait accent circonflexe, majuscule A. Voilà. Mais d'ailleurs, oui, avec toutes les combinaisons qu'il y a, après il y a des modes vachement avancés pour faire certains codes spécifiques, parce que le clavier, malgré toutes les combinaisons qu'on donne, n'a pas tous les caractères. Il y a des caractères en plus, par exemple un C majuscule CD, moi je sais pas le faire comme ça, c'est un code. Donc bon, on va se contenter de faire des caractères simples. Il y a quand même de quoi faire. Donc voilà, ça c'est un exercice qui propose d'utiliser des choses dont on vient de parler. Donc si quelqu'un veut nous faire un petit I, un petit I tréma. Un petit I tréma qu'on voit quelle tête ça a parce que Jérôme n'a pas pu le faire, eh bien merci de nous faire un I tréma et un O tréma majuscule par exemple. Voilà. Alors, les touches de suppression. Donc ça, en haut à droite de la zone principale du clavier, il y a le retour en arrière. Donc ça va écraser les caractères qui sont devant le curseur. Dans certains contextes, ça peut même effacer des choses, je crois, sur des fichiers, des choses comme ça. Voilà, Francis nous a fait un magnifique i tréma. Oh, trop fort. Et Pierre Kaplan, toujours, nous précise que sur Mac, quand on tape l'accent circonflexe, il apparaît sur l'écran avant qu'on tape la lettre. On voit la partie circonflexe. D'accord. Voilà. Et Rémi, si, on voit tes messages. Rémi dit si, on les voit, Rémi, tes messages. Il y a peut-être eu des soucis. Bon. Si, Rémi, on voit tes messages. Alors, supr. Merci Jean et merci Pierre pour ces précisions. Et Albert, voilà, très bien. On a des magnifiques i tréma de partout qui arrivent. C'est trop fort, voilà. Alors, Evelyne aussi, pardon, Evelyne, j'avais pas encore vu tes deux. on va pas oublier qui que ce soit. Bah non, parce qu'après il va y avoir des gens vesqués. Ils ont bien raison. Pas. On en est quand même à 12 connectés plus nous deux, ce qui fait 14. C'est dingue. Alors, oui, donc on parlait de la touche suppression, celle-là donc. Hein, la touche, la grande touche là avec la flèche. Donc ça permet, si je suis là où mon curseur ici est à la fin du mot conséquence, si je fais retour en arrière, ça va écraser les caractères 1 à 1. Et voilà, ça c'est ce qu'on appelle le caractère qui donc retour en arrière. Et par contre, celui qui fait suppression va manger le caractère d'après. Donc retour en arrière, ça mange à gauche en fait, et suppression, ça mange à droite. Donc là, si j'appuie sur le bouton supr, à chaque fois que j'appuie sur le bouton supr, je mange une lettre. Voilà pour le bouton retour arrière et supprimer. Alors oui, parce que ça marche. Là c'est parce que je suis sur à un endroit spécial, je dis ça mange les caractères. Mais si j'avais sélectionné par exemple un paragraphe, ça permet également d'un seul coup de le virer. De le supprimer, c'est plus élégant que de le virer. N'est-ce pas, Maître Capello? Absolument. Alors,
Voilà, donc ça sont les caractères de suppression. On supprime aussi d'ailleurs, ça marche sur une sélection. Il y a Sylvie qui nous dit qu'elle n'arrive pas à faire son i-tréma, je suppose. Ouais, il va falloir qu'on fasse un atelier là-dessus, hein, Ouais. sur le i-tréma. Ouais, il va falloir. Donc on rappelle, pour faire le i-tréma, on tape d'abord sur la touche tréma avec la majuscule. Et ensuite, on fait le i, voilà. Et puis, si Sylvie n'y arrive pas, et si par exemple... C'est pas nous qui reprocherons de ne pas y arriver. Non. Puisque, Ouais, puisque nous échouâmes lamentablement. La matrique d'ailleurs, mais bon, ouais. voilà. Et si Sylvie, tu as un petit problème, tu pourras passer mercredi si pour faire le i-tréma. Voilà. On fera des i-tréma au prochain troquet numérique. Voilà, au prochain troquet numérique, on pourra faire des i-tréma et d'autres... Ah bah voilà, Sylvie est arrivée. Parfait. Bravo Sylvie. Eh ben, vous nous montrerez mercredi. Donc cet exercice, je le passe. Hein, c'est un exercice pour utiliser des touches supprimées. Donc ça, c'est des touches un peu plus... c'est des touches qui permettent de se déplacer dans un document. Bon, si on commence par celle d'en bas, c'est les plus simples. Hein, les 4 flèches, donc dans les 4 directions. Si on est sur du texte, là je mets mon curseur là. Si je fais une flèche vers le bas, bah, ça va aller vers le bas. À gauche, ça va aller vers la gauche. À droite, et ainsi de suite. Hein. Alors après il y a des combinaisons qui permettent de faire plus sophistiqué, mais je pense qu'on va peut-être pas aller trop là-dedans. Donc elles ont parfois plusieurs noms. Là sur celui-là c'est marqué, alors la flèche début ou home, c'est censé, moi ici c'est marqué sur le mien par exemple, c'est marqué origine, c'est la même chose, hein. Ça permet d'aller au début, alors ça va dépendre du contexte, mais ça va aller au début de quelque chose. Là par exemple ça va aller au début du paragraphe. Et si j'ai une touche fin, si je vais, bah c'est peut-être pas le paragraphe d'ailleurs, en l'occurrence c'est la ligne là. Donc je vais à la fin de la ligne ou au début de la ligne, avec début et fin. Si je fais CTRL fin, ça doit aller au début. Ouais, voilà. Après, bon, ça c'est des choses à apprendre, je vais pas vous embêter avec ça. Mais avec certaines combinaisons, on peut faire plus, parce que par exemple, voilà, CTRL fin, ça me permet d'aller à la fin d'un document, CTRL origine, ça me permet d'aller au début. Bon, c'est des combinaisons qui permettent de faire un peu plus. Mais bon, l'idée déjà, c'est de pouvoir avoir origine fin par exemple d'une ligne, et puis le fait de savoir aller en avant, en arrière, c'est des trucs de base. Et puis vous avez les touches page précédente, page suivante. Ça peut servir dans un document, ça vous fait avancer, au lieu d'avancer d'une ligne, ça va vous faire avancer d'une page, vers le haut ou vers le bas. Ça peut marcher aussi sur un navigateur pour faire défiler vers le haut ou vers le bas. C'est l'idée de ces touches. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en mettre... parce que bon, on peut faire d'autres choses avec, mais si je vous en mets trop déjà là... Bon, ça c'était une petite illustration de ce qu'on vient de dire. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, ça c'est une petite illustration qui montre que les flèches peuvent servir à autre chose. Par exemple, là je suis dans une fenêtre de fichier, vous voyez, j'ai cliqué ma sélection sur un fichier. En fait, si je veux bouger ma sélection et en fait aller sur un autre fichier, ça je le fais avec juste les touches de... Là, ce qu'on voit à l'écran, c'est je me déplace juste. Voilà, je clique d'abord pour sélectionner le premier, mais après avec les touches droite, gauche, haut, bas, en fait, je change ma sélection. C'est vrai que les gens qui ont l'habitude qui travaillent beaucoup sur leur ordinateur vont utiliser beaucoup les combinaisons de touches, le clavier, de préférence que d'aller chercher les équivalents dans le menu avec la souris. C'est vrai que c'est un gain de temps, mais bon... Parce que donc là on fait un petit aparté un peu plus avancé, hein. Encore une fois, vous inquiétez pas si ça fait beaucoup, vous laissez tomber, mais quelque chose qu'on nous demande souvent, c'est par exemple le fait de trier des photos. Donc souvent, quand vous voulez trier des photos, vous allez vous retrouver dans un répertoire où il y a plein de fichiers. En fait, quand vous connaissez ces touches-là, ça vous permet avec des contrôles mages, là, comme on voit, des combinaisons, ça vous permet de sélectionner plus finement. Vous pouvez sélectionner je vais vous faire ça concrètement, parce que ça va peut-être plus parlant. Voilà, si par exemple là, vous voyez, je veux sélectionner les trois du bas, je sais que par exemple avec Shift et puis la flèche vers le haut, je vais en sélectionner 3. Voilà. Bon, je ne vais pas plus loin, mais c'est juste pour vous dire qu'avec des combinaisons de touches, en fait, on peut plus facilement faire des sélections plus compliquées. Ou par exemple, si je veux sélectionner celle-là en plus avec un contrôle-clic, voilà, j'ai sélectionné 4 fichiers qui n'étaient pas contigus. Bon, ça c'est des petits raccourcis, mais on a des fiches là-dessus. On pourra peut-être faire des ateliers plus avancés là-dessus, mais je pense que pour aujourd'hui, c'est pas le sujet. Voilà, là je monte dans une petite illustration. Que là j'ai cliqué en début de phrase, et en fait avec CTRL SHIFT et les flèches, je sélectionne à chaque fois des mots en plus.
C'est un exemple. Je sais que vous êtes des ninjas maintenant du clavier, donc on peut se permettre d'aller un peu plus loin. Voilà, encore une fois, là c'est sur des fichiers. Pareil, avec des exemples de sélection où on peut augmenter sa sélection ou diminuer sa sélection grâce avec des combinaisons de touches et les touches de direction. Ça, c'est un exercice qui propose de le faire, donc encore une fois, on ne va pas le faire là. Alors, les touches de fonction. Alors, les touches de fonction sont des touches additionnelles qui sont pas, je veux dire, un A, c'est câblé sur un A. Les touches de fonction, en fait, chaque programme va pouvoir les utiliser comme il en a envie. Alors, pareil, il y a des fonctions qui reviennent très souvent, par exemple le F1. La touche F1, par la plupart des programmes, ça sert à lancer une section d'aide. Quand vous faites F1 souvent sur un logiciel, ça va vous lancer l'aide pour ce logiciel. Mais bon, c'est pas systématique. Donc, c'est des fonctions qui vont être attribuées suivant le programme que vous utilisez. Donc, voilà, F1 affiche l'aide souvent. Oui, alors, par exemple, quand on vous dit de rafraîchir la page sur un navigateur, comme on avait fait sur la nôtre, par exemple, sur le navigateur, c'est une touche qui sert beaucoup. C'est le F5. F5, ça permet de recharger la page en cours. C'est la même chose que la petite icône. Oui, la petite icône de rafraîchissement de page. Voilà, la petite flèche qui tourne en rond. Là. Voilà, qui tourne en rond. Ça permet de recharger le contenu si jamais la page, le contenu de la page aurait été mis à jour, mais voilà. Où il y a eu un problème. Ça vaut toujours le coup de faire un F5. C'est une touche très utilisée en cas de souci. Alors, touche insertion. La touche insertion, c'est une touche un peu... En gros, on s'en sert jamais. Mais il est très intéressant de la connaître parce que si jamais un jour on a un problème. Parce qu'en fait, ça fait un... encore une fois, vous n'en aurez certainement pas l'usage, mais ça sert à déterminer la façon dont on va insérer du texte dans un document. Enfin, dans un document ou dans d'autres choses, mais... La façon classique, vous mettez votre curseur quelque part et vous ajoutez des caractères. Donc, je vous montre... je vous montre encore une fois dans un traitement de texte. Si je mets mon curseur ici, si je tape un mot, ça va mettre du texte. Si je veux taper bonjour ici, ça le met à l'endroit où j'ai mis mon curseur. Par contre, si j'appuie sur cette touche, et le problème c'est qu'il peut très bien arriver qu'on ait appuyé sur cette touche sans s'en rendre compte par fausse manip. Quand on sait, l'avantage c'est que le curseur peut changer effectivement comme ça de mode, mais là du coup on n'est plus en insertion, c'est-à-dire qu'on va plus pousser, quand vous allez mettre des caractères, ça va plus pousser ceux qui sont à droite, ça va les écraser. Donc là si je retape bonjour, vous voyez, en fait j'écrase les caractères qui sont sur le curseur. Alors, encore une fois, vous n'en avez certainement pas l'usage, mais ça peut vous arriver de vous retrouver coincé et dire tiens je tape un texte mais je comprends pas, ça mange mon texte en fait qui est derrière. Donc voilà, faut essayer de se souvenir que c'était sûrement parce que cette touche insertion était... Donc je rappuie sur cette touche et je reviens à une situation normale. Et comme je suis sorti de ce mode panique, j'utilise la formidable fonction CTRL plus Z qui va enlever les malversations que je viens de faire. Voilà, CTRL Z, et voilà, je suis revenu à mon point de départ. Et ma touche insert n'est plus activée, donc je peux continuer mon travail. Je suis content. Voilà. Donc ça, c'était pour la touche insert, qui peut avoir son utilité, mais bon, faut savoir, quoi. Donc là, vous voyez, c'est sur le premier exemple, je montre qu'effectivement, quand on insère du texte, ça pousse celui qui est à droite. Par contre, quand on est en mode insertion, ça écrase le texte. Alors la touche menu contextuel, ça c'est pareil, c'est comme un clic droit. Ça fait apparaître, vous voyez là, vous le voyez là, ouais. Ça fait apparaître le menu contextuel, et comme c'est dit, dans le contexte dans lequel on est actuellement, qui peut donc être adapté à la situation en cours. Alors, est-ce qu'il y a sur Mac ça? Je ne sais pas. Non. Une touche menu contextuel. Ça correspond au clic droit en fait en général. Là si je fais un clic droit pareil, vous voyez, je vais avoir un menu contextuel. Comme la touche insertion, je crois que j'ai jamais vu sur Mac. Voilà, donc là vous voyez par exemple si je voulais faire une capture d'écran, je sais pas comment faire le menu, je fais tiens clic droit, il s'avère que justement il y a une fonction dans ce menu contextuel et donc ça fait la même chose si j'appuie sur ce... Donc sur PC, là je suis sur un Windows 10 et ça fait apparaître ce menu, voilà. C'est juste pour être sûr de faire tout le tour, hein, tout sert pas,
Alors ça, c'est des touches qu'on va appeler système, c'est touches système, je crois qu'on appelle ça. Donc pour ce PC-là qui est un PC Windows, ça va faire certaines choses. Alors par exemple, c'est des raccourcis système au niveau, je crois que par exemple si je fais cette touche-là plus E, ça va me lancer l'explorateur de fichiers. Donc voilà, c'est des raccourcis système. Pomme, alors pomme, je dis pomme, parce que les bacs, ils avaient une touche système. Alors je sais pas si c'est encore le cas, mais donc c'est commande. Enfin bon, c'est une touche vraiment de haut niveau. Par exemple, je crois que c'est CTRL R. Voilà, ça lance la possibilité d'exécuter une commande. Bon, ça c'est pas utile, c'est pour vous dire. Enfin, c'est pas utile. Si, c'est utile, mais c'est déjà des fonctions un peu avancées, c'est des raccourcis un peu avancés. Donc ça va dépendre justement du système. Sur Linux, sur Windows ou sur Mac, ce ne sera pas les mêmes fonctions forcément. Alors Pierre nous précise que sur Mac, on a le menu contextuel en cliquant et en appuyant simultanément sur la touche contrôle. Voilà. Donc contrôle, donc sur un PC on va faire clic droit et donc sur un Mac on va faire contrôle et clic normal. Oui, mais on peut aussi faire clic droit. Ouais. Ben voilà, donc la touche, là je l'appelle touche Windows+. Alors, autre touche. Ah oui, alors il nous en reste quand même quelques-unes. Je crois qu'on va arriver au bout avec ces 102 touches là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est des fonctions. Donc, impression écran. Ça permet de faire des copies d'écran et puis de faire imprimer l'écran. Système, je sais pas. User système. Je ne sais pas. Et arrêt défilement, je ne sais pas. Non, enfin, c'est des touches dont je ne me sers pas. J'aurais dû bûcher un peu ces 3 touches-là. Bon. Verrouillage défilement. Bon. On fera un petit complément d'information sur ces 3 petites touches-là. Je pense pas que ce soit vital. Enfin, l'impression d'écran, ça peut être utile parce qu'avec certaines configurations, on peut faire des copies d'écran de votre écran. Alors ça, oui, on peut quand même pas faire un cours sur le clavier et les raccourcis sans parler du... Peut-être si vous devez retenir une chose, c'est ça. On a des fiches et tout, non mais ça sert énormément. Moi j'ai vu des gens plusieurs qui ont passé des années sur ordinateur sans connaître ces trucs-là et qui le jour où l'ont découvert ont été ravis. Donc l'idée, c'est que ça nous arrive assez souvent de vouloir copier quelque chose. Par exemple, vous êtes en train de lire sur le web, vous êtes en train de lire un article qui vous plaît, il y a un passage qui vous plaît, vous voulez le copier pour l'envoyer à un ami ou... Eh bien, ce qui est utile, c'est donc de savoir sélectionner cette chose-là, la copier et la mettre là où vous voulez, comme par exemple dans un email pour quelqu'un. Donc là, c'est un texte, on va faire ça déjà sur du texte. Donc les 3 raccourcis clavier, si vous devez en prendre 3, je pense que cela valent vraiment le coup. Peut-être 2, le X, le 3e n'est pas forcément le plus... Donc le plus important, c'est le CTRL plus C, ça vous permet de copier. Donc copier quoi? Là, si je fais CTRL-C, ça ne va pas copier grand-chose puisque j'ai rien sélectionné. C'est toujours par rapport à la sélection. Donc si par exemple je veux copier cet article, je vais le sélectionner. Donc là, j'ai une sélection, je fais le CTRL-C. Il est mis dans ce qu'on appelle il est mis en mémoire, il est mis dans un tampon. Et maintenant, je vais pouvoir aller ailleurs et le coller. Donc imagine, je vais dans un email ou là, je vais dans la zone à côté, qui est une autre zone. Et donc là, ce qui a été mis en mémoire, je peux le coller. Ce qu'on appelle donc coller. Donc là, je fais CTRL-V et j'ai copié le texte. Donc ça, c'est hyper pratique. Ça marche parfois, alors ça dépend des contextes, ça peut marcher sur une image, si vous sélectionnez du texte et une image, ça peut prendre l'image. Bon, ça va dépendre des programmes que vous utilisez. Mais c'est vraiment très très utile. Donc ça vaut le coup, c'est s'entraîner à ça. Et juste la seule différence, je finis juste avec celui-là, c'est le CTRL-X. Ça permet de faire, au lieu de faire un copier et de coller la même chose, ça va le copier mais l'enlever en plus, ça va le retirer et pour le mettre ailleurs. Donc si vous faites un CTRL, alors je fais la même chose, je fais CTRL-X, c'est ce qu'on appelle un couper. Je me positionne dans l'autre zone, je fais coller. Voilà, là j'ai fait un couper et un coller. Donc là, CTRL-X et après CTRL-V. Oui, je veux juste préciser une petite chose qu'il faut avoir en tête. C'est que Jérôme a expliqué que quand on fait un copier ou un couper, on le met dans une mémoire tampon. C'est-à-dire que là, le texte qu'a copié Jérôme et qu'il l'a recollé, il est encore dans la mémoire tampon. Voilà, absolument. Je peux
C'est-à-dire que clipboard en français, c'est le clipboard en français, c'est le tampon, non non, c'est un autre mot, c'est incroyable ça. Bon, c'est pas grave. C'est-à-dire que s'il fait 3 fois à la suite coller, CTRL V, eh bien il va avoir à chaque fois, il va recopier à chaque fois. Voilà, je peux le coller tant de fois que je veux, ça. Voilà. Et donc tant qu'on n'a pas fait un nouveau copier, le tampon, la mémoire tampon, ça reste avec ce qui a été précédemment mis dedans. Tout à fait, faut voir ça comme une zone tampon qui a contenu, enfin, si vous y remettez quelque chose, ça effacera celle d'avant. Vous pouvez mettre qu'une chose dedans, ça peut être un truc énorme, mais vous pouvez mettre qu'une chose dedans. Donc à chaque fois que vous copiez, ça enlève ce qu'il y avait avant et ça met ce truc-là. Et ce truc-là, tant que votre ordinateur il est allumé, il reste toujours dans ce tampon. Donc si vous revenez 3 heures plus tard, vous allez sur un autre document, vous voulez coller, il sera toujours dedans. Et pour le coller tant que vous voulez, il sera toujours dans cette zone mémoire. Donc quand vous éteignez l'ordinateur, cette zone mémoire est effacée, mais voilà, et à chaque fois que vous copiez quelque chose, ça enlève celle d'avant. Alors il y a Albert qui nous demande, doit-on faire un clic dans la partie vierge? Alors avant de coller, bah oui, il faut insérer le curseur. Oui, exactement. Le curseur va donner le point d'insertion. Voilà, l'endroit où on va coller le texte qu'on a précédemment copié. Voilà. Si on lui dit pas, il faut le copier à cet endroit-là, bah, le tampon, il peut. Par exemple, là, tu vois, si je me mets, si je prends ça, là, je prends le titre, là, par exemple. Pareil, j'ai sélectionné ce titre, je fais un CTRL-C. Si je me mettais là, si je cliquais là, ça se mettrait là. Mais si je le mets, par exemple, si je veux l'insérer, par exemple, ici, au milieu du texte, je peux le mettre là, je colle, voilà, il a été copié. Et encore une fois, je peux le coller autant de fois que je veux, il suffit de continuer. Mais donc, c'est une zone à usage unique. Dès qu'on y met quelque chose, ça enlève ce qu'il y avait avant. Mais par contre, ça le garde tant qu'on veut. Donc, ça peut être c'est vraiment quelque chose à bien essayer de comprendre parce que c'est très, très, très utile. Alors là, il y a des petits exercices justement qui permettent de faire des essais comme ça, de copier de petits bouts de texte et de le mettre. Et donc, sur Mac, c'est pas CTRL-C, c'est Command-C, voilà. Ouais. Commande V, voilà. Et là, il y a le fameux schéma. Presse-papier, voilà, le clipboard, c'est le presse-papier, ça s'appelle. Ah, oui. Donc le presse-papier, alors ce que j'ai voulu montrer dans cette petite illustration, c'est que voilà, au milieu, on voit la zone tampon. Cette zone tampon, elle va dépendre énormément aussi du programme qui est utilisé, parce que, par exemple, vous voyez à gauche, là, j'ai un document un peu complexe, c'est un traitement de texte qui sait afficher des images, des caractères avec des mises en forme, parce que c'est un traitement de texte. Donc quand je vais copier ça, si je vais dans un autre traitement de texte, il saura recevoir toutes ces infos-là. Il saura coller l'image, il saura coller la mise en forme, et ainsi de suite. Par contre, si je copie ça, donc j'ai ce truc-là qui est en zone tampon, si je vais le coller à côté, j'ai un petit programme alors ça s'appelle Notepad, c'est un petit programme qui est un peu comme un traitement de texte, mais qui est beaucoup moins puissant en termes de format, et puis qui sait pas, par exemple, qui sait pas gérer les images, par exemple. Donc, vous voyez, là à gauche, j'ai copié un contenu où il y avait du texte et de l'image, du texte mis en forme et de l'image. Bon bah lui, il connaît que le texte sans mise en forme, donc il prend que ce qu'il peut prendre. Donc en l'occurrence, là il a copié le texte parce que ça il savait le prendre, mais les images, la mise en forme de ça, il sait pas. Mais bon, quand vous sélectionnez, par exemple, c'est pour ça que si vous allez sur une page web, vous sélectionnez tout un grand truc avec des images, des bidules et tout. Si vous allez sélectionner ça dans un outil qui n'a pas des trucs avancés, il prendra que le texte par exemple. Voilà, donc il faut savoir que ça dépend du programme. Et si les programmes compatibles, si vous faites ça pour faire de la photo, des trucs graphiques et tout, suivant les logiciels dans lesquels vous prenez, dans lesquels vous voulez coller, bon bah ça marchera parfois, ça marchera pas toujours. Si c'est le même logiciel qui est si c'est des documents du même logiciel, là ça marchera très bien. Vous avez 2 fois du Word ou du LibreOffice, des logiciels de même nature y arriveront. Par exemple, vous avez un Word et un LibreOffice qui sont 2 traitements de texte. Que vous faites du copier-coller de l'un à l'autre, ça devrait bien marcher, que ce soit les images, les mises en format et tout, parce que justement, c'est des programmes qui savent gérer les mêmes choses. Voilà. Mais cette zone tampon, donc ce presse-papier, est très très utile, ça vaut le coup de savoir le maîtriser. Alors là, je fais un autre exemple avec des fichiers. Donc comme vous voyez, tout à l'heure, je disais, les drag and drop, là, les glisser-déposer, je trouve ça dangereux. Et bien là, en fait, ce que j'ai fait dans cette opération-là, c'est que je sélectionne tous les fichiers à gauche, et au lieu de faire avec le glissement de souris, en fait, j'ai fait un CTRL X, et là, on voit que
Vous voyez, je sélectionne, je fais CTRL X, ça veut dire que je veux les couper, ils vont passer en un petit peu transparent, tac, là on voit. Là je clique dans la destination et je fais CTRL V, et paf, il fait l'opération pour moi. Moi je préfère cette façon de faire parce que on a beaucoup plus de maîtrise, on ne peut pas vraiment se gourer si on fait bien. Donc on prend la source, on clique dans la destination et on colle ce qu'on a copié. Alors là, attention, là on va... on va regarder des choses un peu plus sophistiquées au niveau de la sélection. Vous nous dites, hein, peut-être si ça fait trop, hein, je sais pas quelle heure il est. Il est 11h20. 11h20. Bon, je pense pas qu'il en reste beaucoup, ça c'est des trucs un peu plus avancés. C'est-à-dire que on va voir comment faire pour faire des sélections, pour... Chez l'image, normalement c'est animé. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait on peut utiliser, je vais le faire en vrai sur un dossier là. C'est pas très grand. C'est pas très grand, ouais. Ouais, mais là, si vous voulez bien voir, il faudra vous mettre en plein écran. Hein. Bon, enfin l'idée c'est que je clique sur le premier fichier et que en fait je fais Maj et je clique sur le dernier, paf, ça va me sélectionner tous ceux qui sont entre les deux. C'est une façon de, voilà, quand on trie des photos, des choses comme ça, savoir sélectionner des tas de fichiers de façon un peu différente. Et pareil, avec le contrôle, on peut ajouter individuellement ou retirer individuellement des fichiers de la sélection. Là, j'ai contrôle, je laisse mon doigt appuyer sur contrôle, et puis je clique par exemple sur ce fichier-là pour l'enlever. Ou si je veux le rajouter, je contrôle, je clique, ça l'ajoute à ma sélection. Voilà, ça permet de faire des sélections un peu, quand on trie des photos notamment, quand je veux celle-là, 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 ben on peut faire CTRL et puis on fait clic, 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 ça va sélectionner et ajouter à la sélection indépendamment chaque fichier sur lequel on clique. Ouais, ça c'est vraiment... des petites choses un peu, c'est déjà avancé ça, mais c'est très utile pour manipuler des fichiers ou des... Et bah ça, c'est vrai que ça serait mieux de le faire dans des ateliers comme on avait l'habitude de faire, mais... Voilà, je crois qu'on est au bout de la chose. Eh ben on y est. Donc si vous avez des questions, oui, on peut faire des petites questions. Ouais, sinon on peut se faire un petit café. Ouais, si on a des petites questions là, pendant un petit moment, vous pouvez nous poser des petites questions, nous faire un petit commentaire. On fera un petit compte rendu, donc de toute façon sur le blog, on mettra tous les liens des exercices, de la présentation qu'a fait Jérôme, etc. Et on mettra également un lien avec la vidéo complète où vous pourrez revoir on regardera si c'est intéressant à voir, je me rends pas compte. La vidéo complète, si ça vous intéresse. Soit pour vous, soit pour ceux qui n'avaient pas le temps ou qui n'étaient pas disponibles ce matin, ils pourront revoir la vidéo. Bien sûr, ce ne sera pas en direct, mais ils pourront quand même suivre. Notamment, on donnera le lien vers cette page là où il y a les exercices très simples. Donc vous voyez, suivant votre... Bon, il y a des exercices qui vous semblent peut-être totalement inutiles, suivant votre niveau, c'est à vous de décider, vous voyez bien. Et en fait, donc on vous donnera le lien vers cette page. Alors, l'idée, c'est que... pardon, je ne me sors pas de la bonne page, voilà. C'est que vous pouvez cliquer sur un exercice, vous le faites, et puis avec le bouton de retour en arrière, là, en haut à gauche, là... Je sais pas, attends. Ouais, ça vous emmène sur la page de l'exercice, puis donc là, par exemple, je fais cet exercice-là, et vous revenez avec la touche comme ça de retour arrière du navigateur, je recule et je reviens sur la liste des exercices, puis j'en tente un autre. Je fais l'exercice, pareil, je reviens avec la touche là, de retour en arrière, ça me permet de revenir à la liste. Voilà. Voilà. Donc après, si vous voulez, je sais pas si vous avez des questions ou si... Normalement, ouais, on fera peut-être d'autres exercices. Si ça vous va, on peut s'en tenir là. Donc ça c'était notre truc. La présentation c'est pareil, la présentation elle est... Bon, je suis pas sûr que la présentation soit vitale. Je pense que la feuille d'exercice, éventuellement, je sais pas ce que vaut la vidéo, hein. Franchement on verra si c'est regardable ou pas, puis vous nous direz. Mais si c'est bien on la mettra en ligne, et puis donc le lien avec les exercices, peut-être que ça peut le faire. Voilà.
Bon, C'est bon. il n'y a pas l'air d'avoir de questions. On peut rester encore. On s'en tient là, les amis. Bon, moi je pense on va aller se faire un petit café. Ouais. Bah, merci, Merci de votre patience. de votre présence. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours. Sur l'expérience du live. Oui, parce que c'était une première pour nous. Donc, sur le forum, sur les mails, mercredi au troquet numérique, pour ceux qui veulent passer, on est preneur de tout commentaire, de tout avis, de tout sujet d'amélioration. Si on parle trop vite, si on bafouille, moi je sais que ça m'arrive. Moi, pas du tout, moi. Jamais. Voilà, donc comme on va être amené à refaire ce genre d'exercice. Bah, il me semble, je sais pas, enfin, moi, ça c'est juste mon avis, mais il me semble que pour ce genre de. Là, ça doit être un peu entre les deux. Je sais que quand on fait par exemple des exercices sur les tableurs, par exemple, ça me semble difficile de le faire comme ça parce qu'il y a vraiment besoin d'aide, de manipulation. Par contre, peut-être il y a quand même pas mal de. On a des ateliers qui sont un peu plus théoriques sur les emails, sur les images, on pourra peut-être en faire quelques-uns comme ça en ligne sur des sujets qui ont moins besoin de manipulation. Comme on ne fait pas de manipulation en direct avec les gens. Tout à fait. On verra, voilà. On va réfléchir, comme on dit. On va réfléchir. Et puis on attend vraiment, n'hésitez pas à dire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si on parle trop vite, si ça va trop vite, s'il y a trop de choses, s'il y a trop d'infos, si on n'a pas assez. Voilà. Bon, le chat, ça a visiblement bien marché. En tout cas, ça a l'air de tenir à peu près. Donc, Rémi disait qu'il y a eu des soucis. Bon, on va pas vous mettre des kilomètres de plus sur la vidéo, on va s'arrêter là. Ouais, parce que ça tourne. Bien amicalement. Et puis, à une prochaine. À une prochaine. Allez, ciao tout le monde. Merci bien.